Il a su s'appuyer sur ces bases jeunes, beaucoup plus radicales, beaucoup plus revendicatives, pour justement épurer son parti en interne et avoir qu'une ligne, la sienne, avec une garde prétorienne prête à tout pour lui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Rodolphe Carte, journaliste et essayiste. Bonjour Rodolphe. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous avez écrit récemment un livre sur Mélenchon que j'ai ici, Mélenchon, le bruit et la fureur. Alors Rodolphe, ma première question, pourquoi écrire aujourd'hui un livre sur Mélenchon ? Tout d'abord, lorsque de futurs historiens se pencheront sur notre époque politique, même j'ai envie de dire sur les dernières décennies, Jean-Luc Mélenchon sera une des bornes témoins de cette époque, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un qui a influencé, qui a marqué notre époque. Et c'est vrai qu'auparavant, j'avais fait un travail sur Louis Sarkozy, qui est une figure, on va dire, montante et qui n'a pas encore laissé sa marque dans la vie politique française. Mais c'est vrai que Mélenchon, il l'a laissé par ses engagements, bien évidemment, par ses mandats, etc., mais aussi par la production de sa pensée. C'est quelqu'un qui a produit énormément de livres, qui a beaucoup écrit via son blog, qui a aussi fait beaucoup d'articles, qui a aussi fait moult apparitions médiatiques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a laissé une empreinte. Donc c'est vrai que déjà, comme personnage politique, il était intéressant à analyser parce que, j'ai envie de dire, il y avait de la matière déjà à analyser. Et enfin, le troisième point, si je puis dire, c'est que comme l'économiste d'extrême gauche Frédéric Lordon, je pense qu'en 2027, Mélenchon peut être au second tour. Alors on sait aujourd'hui que la première place sera sûrement trustée par Marine Le Pen ou Jordan Bardella, qui ont vraiment une avance confortable en tout cas sur les autres candidats, sauf effondrement bien évidemment, sauf report d'élections, on verra bien ça aussi, avec Emmanuel Macron, on n'est pas à l'abri d'un imprévu dans l'histoire. En tout cas c'est vrai qu'on voit que le seuil de qualification au second tour est très bas. Il y a un éclatement des possibles candidatures du bloc central avec Édouard Philippe, Gabriel Attal, mais aussi à gauche avec Ruffin, Glucksmann, Marine Tondelier, Olivier Faure, etc., etc. Et donc Jean-Luc Mélenchon qui incarne vraiment cette gauche de rupture. Donc il y a une possibilité en 2027 que ce soit le candidat, en tout cas qu'il arrive à accéder au second tour. Donc c'est un peu tout ça qui m'a donné envie d'écrire sur Jean-Luc Mélenchon. Et quatrième point, on va dire, c'est que tous les ouvrages qui ont été faits sur Jean-Luc Mélenchon, on va dire de la part de personnalités de droite, étaient à mon avis un peu décevants. En fait, on nous disait, vous voyez, il y a 10 ans, il s'attaquait entre guillemets au port du voile, ou en tout cas à un certain entrisme religieux. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la Nouvelle-France, c'est la créolisation, etc., etc. Je trouve toujours que c'est une approche un peu superficielle des choses. L'homme est quand même beaucoup plus profond et retors qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé à travers cette biographie intellectuelle, bien évidemment critique. Je m'en explique dès le départ. En fait, là-dessus, je me réfère même à Henri Guillemin, cet historien de gauche bien connu, qui disait qu'en fait, tous les historiens sont subjectifs, ou en tout cas ont un avis sur l'histoire. Par contre, je n'ai mis de côté ni éludé aucune des prises d'opposition de Jean-Luc Mélenchon, et même parfois si elles allaient dans mon sens ou que je les trouvais intéressantes. Et j'ai d'ailleurs mentionné parfois si ces idées étaient intéressantes. Le sous-titre, c'est Portrait d'un révolutionnaire, portrait avec un S, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portraits. Pourquoi avoir fait cette méthode pour décrire Mélenchon ? Tout d'abord, la biographie, c'est vrai que j'aurais pu prendre, on va dire, de sa date de naissance jusqu'à maintenant en retraçant son parcours politique. Alors, bien évidemment, on retombe sur les moments clés de sa vie dans ce livre, mais je n'ai pas voulu faire ce portrait linéaire. J'ai vraiment voulu voir les différents portraits parce que déjà portrait avec un S et aussi révolutionnaire. Révolutionnaire d'ailleurs, on me l'a un petit peu déjà reproché, enfin des personnes en tout cas qui n'avaient pas lu le livre m'ont dit mais en tout cas mais Mélenchon, quoi un révolutionnaire, c'est un apparatchik, c'est quelqu'un qui a vécu de la politique, ce qui est vrai. Mais par contre je pense que c'est une mauvaise lecture parce que bien évidemment Mélenchon n'est pas une figure, on va dire, révolutionnaire comme le Che, comme la Pastonaria, comme Patrick Pierce par exemple. Mais par contre c'est vraiment, comment dire, un homme d'appareil, un homme de couloir, mais aussi un homme vraiment qui a une volonté de transformation profonde des institutions publiques, vraiment de la vie politique de son pays. Et à mon avis, c'est quand même être révolutionnaire aussi à son niveau. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'adjectif de révolutionnaire et ensuite portrait, parce que même si on retrouve tout au long de sa carrière certaines bases
indéboulonnable, idéologique, je reviens dessus dans le livre, on voit qu'il y a quand même une certaine adaptation. Et à mon avis, c'est la qualité du personnage, c'est que dès le départ, par exemple, bien évidemment, il est marxiste, mais c'est un marxiste hétérodoxe. Son premier livre, en 91, À la conquête du chaos, il revient justement, et comment dire, il diffère du marxisme originel en devenant un marxiste hétérodoxe en disant que dans l'histoire humaine, il y a aussi la notion d'imprévu. Tout n'est pas déterministe, il est plutôt dans les prédictions. Et il essaye comme ça d'adapter son logiciel socialiste, qui restera toujours le même, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais par contre, il essaye de l'adapter à l'époque, d'adapter sa stratégie électoraliste, d'adapter sa stratégie ou même sa vision, par exemple, sur l'écologie. Là aussi, il a changé. Donc voilà, c'est vraiment, à mon avis, une qualité chez lui, c'est... Pour lui, vraiment, l'histoire, les sociétés humaines sont des matières ductiles. Elles sont transformables par l'action humaine. Il n'est absolument pas, il est matérialiste et il n'est absolument pas providentialiste, ou même il ne croit pas en un Dieu, mais par contre, il croit vraiment en l'action des hommes sur les sociétés humaines. Donc c'est pour ça, à mon avis, que c'est un portrait comme ça qui retrace plusieurs de ces aspects, on va dire, révolutionnaires de sa pensée. D'accord. Et son évolution idéologique, est-ce que c'est une évolution logique ou est-ce qu'il y a eu quand même des ruptures et des changements profonds dans sa doctrine? Alors, peut-être pas des ruptures, je dirais plutôt des évolutions. Vraiment, à travers les lectures, j'ai identifié chez lui quatre points clés vraiment qui déterminent sa pensée. C'est des points, comme il le dit, de bifurcation. En tout cas, Gall, qui est un chercheur et un enseignant, qui a écrit un livre de doctrine sur Jean-Luc Mélenchon, sur la doctrine de Jean-Luc Mélenchon, parle de quatre doctrines, de quatre bifurcations fondamentales au sein de sa pensée. Les bifurcations, si vous voulez, c'est vraiment... le moment où un système, une société passe d'un état à un autre sans retour en arrière possible. Et à mon avis, il y en a quatre de ces bifurcations qui sont intéressantes à analyser chez Jean-Luc Mélenchon. La première, c'est la bifurcation démographique. Alors, comme il l'explique souvent bien, l'humanité, avant d'atteindre le milliard d'individus vivants, a mis 300 000 ans. C'est à peu près vers 1820. Ensuite, de 1820 à 1920, on passe à 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que le deuxième milliard, l'humanité l'a atteint 3000 fois plus rapidement. Et pour lui, c'est vraiment fondamental parce que c'est à chaque fois dans l'histoire humaine qu'on a eu des évolutions drastiques du nombre d'êtres humains, qu'on a eu des conflits, bien évidemment, sur les moyens de production, etc. etc. Et bien évidemment, ce côté de la bascule démographique va correspondre aussi à sa notion de Nouvelle-France. Pour lui, le fait qu'on arrive demain à des explosions démographiques, notamment en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, bien évidemment que ça va chambouler nos sociétés européennes, largement entrer dans l'hiver démographique avec une inversion de la pyramide des âges. Donc ça, c'est le premier point de bifurcation. Le deuxième, je dirais que c'est la bascule anthropologique. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qu'on mentionne très rarement dans sa pensée, c'est que pour lui, le modèle des sociétés agréaires, des sociétés pastorales, patriarcales, sont en train de basculer. On va basculer, dans les siècles à venir ou même dans les décennies à venir sur un modèle urbain, de mise en relation, d'interdépendance de tous les êtres humains via les réseaux, bien évidemment numériques, mais via aussi les réseaux, j'ai envie de dire, matériels comme l'eau, l'électricité. Et vraiment, Jean-Luc Mélenchon pense que c'est un modèle qui va transformer aussi les sociétés en profondeur, les sociétés humaines. Si on était sur des modèles de petites propriétés, de petites paysanneries, etc., là, on va vraiment basculer sur des modèles urbains d'interdépendance où chacun, quelque part, est responsable des autres dans sa manière de consommer, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces bifurcations sont bien intriquées. La troisième, c'est la bifurcation écologique. Alors là, pour lui, il est vraiment sur les thèses de l'Anthropocène, c'est-à-dire que les bouleversements climatiques qu'on est en train de connaître, la main de l'homme est bien évidemment, directement liée à ces changements climatiques. Mais par contre, bien évidemment, ce n'est pas un certain type d'homme qui a provoqué cette bascule climatique, c'est l'homme capitaliste. Donc là, vous voyez, à chaque fois, la bascule démographique, la bascule anthropologique, la bascule écologique sont liées. Et la dernière, c'est la bascule économique. Là aussi, il est assez intéressant, Jean-Luc Mélenchon, parce que, par exemple, en 92, il est pour le traité de Maastricht. Il est pour le traité de Maastricht. Pour lui, il faut vraiment basculer du modèle national au modèle supranational européen avant de basculer sur le modèle internationaliste. Ça reste un trotskiste, un marxiste, donc il est vraiment pour une société universelle internationale. Mais par contre, il se rend compte que dans les années 90-2000,
vous savez, voilà, c'est le traité de Maastricht, c'est les accords du GATT, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est vraiment, on va lever les barrières tarifaires, on va abattre les barrières, on va vraiment, basculer dans la mondialisation sauvage, dans la libéralisation sauvage, avec les délocalisations, etc., etc. Et il se rend compte que le modèle d'après-guerre, qui était un compromis, on va dire, entre les patrons et une partie des ouvriers, parce qu'à l'époque, bien évidemment, l'usine, on avait un affrontement, j'ai envie de dire, direct, quasiment, parce que le patron de l'usine était dans l'étage au-dessus, dans les bureaux. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la financiarisation du monde, les capitaux sont un peu partout, les unités de production sont complètement démantelées pour que, justement, la revendication sociale ne puisse plus se faire comme avant, via les syndicats, les partis, etc., etc. Et donc, il prend en considération tous ces changements aussi économiques, et pour lui, ça le pousse à basculer dans la révolution citoyenne, où là on va avoir l'abandon de l'ouvrier, etc., etc., pour basculer sur le modèle beaucoup plus citoyen de la révolution. Donc vous voyez qu'à chaque fois, la bascule démographique, anthropologique, écologique et économique, elle est liée, et ça forme, on va dire, la base, on va dire, du système de Mélenchon, avec bien évidemment ensuite des accommodements selon les données de l'époque. Et le changement de population en France, est-ce que ça a une influence vraiment notable sur la pensée de Mélenchon? Ou est-ce que c'est juste dans la continuité? Alors là, pour le coup, il faut peut-être revenir à son histoire, à Jean-Luc Mélenchon. Il est né en 1951 à Tanger, au Maroc. Donc il ne naît pas sur le territoire historique français. C'est quand même quelque chose à avoir en tête. Ensuite, ses parents, qui seront des rapatriés d'Algérie en 1962, vont divorcer très tôt, et aussi ils sont d'origine espagnole et italienne. Donc là aussi, il faut toujours se souvenir que Mélenchon n'a pas une seule goutte de sang français, bien qu'il soit européen, blanc, occidental, et qu'il n'est pas né aussi sur le territoire historique français. Et d'ailleurs, quand il est dans la cohorte des rapatriés d'Algérie, en 1962, il va atterrir en Normandie, à Yvetot. Et pour lui, c'est une vraie fracture. Comme il le dit clairement, je le cite en substance, il va se faire traiter, ou en tout cas qualifier par ses petits nouveaux voisins normands, de bougnoul ou de bico. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur les plateaux télé. Et pour lui, c'est vraiment une fracture, et c'est même là, j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, que va s'installer en lui une haine du territoire, des personnes enracinées, et j'ai envie de dire du blanc français historique, là, depuis des siècles, voire même des millénaires. Donc dès ce départ, il y a quand même un traumatisme. Et ce traumatisme, c'est vrai qu'il va le suivre tout au long de sa carrière. Quand je vous mentionnais juste avant le modèle anthropologique urbain, pourquoi il est important aussi? Pourquoi pour lui c'est une rupture anthropologique? Parce qu'on rompt avec l'enracinement, avec le terroir, le territoire, et qu'on arrive dans la ville, et ça a été analysé par d'innombrables sociologues, je pense à Georg Simmel par exemple, sociologue allemand, le modèle de la ville c'est l'anonymat. C'est l'atomisation, et c'est vrai que c'est, la rupture avec les liens d'avant. On sait que, par exemple, ça a beaucoup constitué, la mentalité allemande à la fin du XIXe siècle, où on avait toute une partie des populations rurales qui avaient été projetées dans les ensembles urbains, et ça avait vraiment, formaté en tout cas la mentalité du peuple allemand à l'époque, et en France ça s'est fait beaucoup plus long. En tout cas on était resté un pays, on va dire, de terroir, paysan, agraire pendant plus longtemps que nos voisins européens. Mais vraiment lui il prend en considération ça et dit le modèle de demain c'est le modèle de l'individu, parce que là aussi il est héritier du logiciel de la République, ou en tout cas du logiciel républicain de 1789, où l'individu devient la chose sur laquelle se base toute la société. Et donc pour lui, le modèle urbain, c'est le modèle où on se construit par soi-même, où on rentre en rupture avec les généalogies, ou en tout cas les générations précédentes, avec ses parents, où on s'auto-construit, où on se détermine, la fameuse tabula rasa aussi, où on met une page blanche comme ça sur son passé. Donc voilà, c'est tout ça qui va former un peu son logiciel, on va dire. Et donc cette qualité de Nouvelle-France que vous avez mentionnée, pour lui, elle suit le continuum de la Révolution française. La Révolution française, ou en tout cas la conception qu'il a de la nation française, c'est qu'on ne peut pas la décrire de manière culturelle, par une langue,
par une religion, par un peuple. Mélenchon, même si ça a été moult fois dénoncé, même, j'ai envie de dire, démontré que c'était faux, est sur le logiciel de la France comme terre d'immigration depuis des millénaires, alors qu'on sait que c'est faux. D'où le « il n'y a pas de culture française ». Exactement, et en cela, il rejoint Emmanuel Macron qui disait « bon, je salue les Maliens, les trucs », et vous mettez tous les adjectifs derrière et toutes les origines diverses. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que par exemple, lui prend le modèle parisien, donc le modèle urbain de rupture anthropologique modèle, et il dit justement qu'une ville comme Paris, elle est composée d'immigrés franc-comtois, parce qu'à un moment, il a habité en Franche-Comté, elle a habité d'immigrés corses, d'immigrés auvergnats, mais aussi d'immigrés maliens, marocains, algériens. Et pour lui, il y a vraiment sur le même plan. Et exactement, c'est exactement ça. Il met cela tout sur le même plan. C'est-à-dire, moi qui suis savoisien, il dirait, bon, bah, d'accord, tu es un immigré savoisien à Paris, mais comme l'immigré malien, et donc le but de la République, c'est que vous ayez les mêmes droits. C'est cela qui fait de vous des citoyens sans se référer à une origine ethnoculturelle, religieuse ou autre. Qu'est-ce que l'entourage de Mélenchon a quand même changé au fur et à mesure des années? Actuellement, on a des profils comme Rima Hassan, Sébastien Delogu, Raphaël Arnaud même. Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Alors là, on appelle ça les promotions Lénine à gauche. C'est quelque chose qui est bien connu, en tout cas à gauche, c'est que, vous savez, il y a cette fameuse formule, le parti se renforce en se purgeant, ou en tout cas la purge renforce le parti. Et c'est vrai que parfois, certains cadres, quand il y a plusieurs lignes divergentes au sein d'un parti, par exemple, prenez l'exemple de l'après-présidentielle de 2017. C'est un échec. Mélenchon arrive néanmoins à 600 000 voix près au second tour, ce qui est pas mal quand même. Il sera à 400 000 en 2022. 2027, qui sait à combien il sera. Et en tout cas, lui, il fait le constat que la ligne... Souvent, la campagne de 2017, on l'a vendue comme une campagne assez populiste. C'est vrai qu'on va remplacer les drapeaux rouges par les drapeaux bleu, blanc, rouge. On chante moins l'international, davantage la Marseillaise. Donc il y a vraiment une ligne... En tout cas, on sent que les souverainistes de l'époque, je pense à François Koch, je pense à Georges Kuzmanovic ou même à François Girard, ont essayé d'influencer la ligne politique de Mélenchon pour revenir à une première gauche qui était plutôt héritière du parti de gauche, qui était le parti qu'avait fondé Jean-Luc Mélenchon en 2008 quand il avait fait scission du Parti socialiste, vraiment plus social, assez laïcarde, sur les thèses de souveraineté, non-alignement géopolitique. Donc vraiment, il y avait cette idée d'avoir un souverainisme de gauche assez social, avec quelques pointes, j'ai même envie de dire, dans le discours assez gaulliste, par exemple sur le domaine de la géopolitique. Mais on sent qu'à partir de 2017, il y a une bascule à ce moment-là. Et à ce moment-là, il va faire entrer, notamment via, comment il s'appelle, Coquerel, au sein de la France Insoumise, tout un lot d'indigénistes. Ça va être Daniel Obono, les premiers qui vont rentrer, etc., etc. Et les derniers que vous avez cités, Delogu, Rima Hassan, David Guiraud, là aussi. Et c'est vrai que, en fait, Mélenchon va se rendre compte qu'en s'appuyant sur cette jeunesse, souvent qui lui doit tout, par exemple, Delogu, c'est vraiment un personnage intéressant parce que j'ai pas envie de dire que Mélenchon l'a sorti du ruisseau, mais on n'est pas très loin de ça. Et lorsque la première fois Jean-Luc Mélenchon lui met son écharpe de député, Delogu s'effondre en larmes dans ses bras, parce qu'ils lui doivent tout. C'est intéressant d'avoir des soldats, j'ai envie de dire, des vrais soldats politiques prêts au sacrifice pour leur chef. Et c'est vrai que de s'appuyer sur les bases jeunes, souvent plus radicales aussi, va lui permettre d'épurer son parti en interne. Parce que lui va bien évidemment s'aligner sur les jeunes vont le défendre corps et âme, contre les anciens. Et par exemple, vous avez aussi cette déclaration de Taha Bouaf qui est aujourd'hui, qui a été mise un peu de côté de la France Insoumise, qui faisait partie de ces premières cohortes indigénistes, très anti-blanc, justement, toujours dans l'attaque contre les blancs, etc., qui s'en était pris, par exemple, à Ruiz, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était ce philosophe plutôt laïcard qui avait été invité, donc sur la première ligne, enfin en tout cas la première ligne plus laïcard de Jean-Luc Mélenchon, et Taha Bouaf l'avait traité de vieux débris dont il faut se débarrasser. Et moi qui suis pas mal les streamers de gauche, Dany et Raz, même si maintenant il n'y a plus que Raz, malheureusement pour eux, c'est vrai qu'eux ont toujours fait un pressing constant sur cette ancienne ligne, sur les anciens, comme quoi il fallait s'en débarrasser. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours eu une oreille attentive auprès des jeunes, et ça c'est peut-être aussi une de ses qualités comparée à ses concurrents, c'est qu'il a su s'appuyer sur ces bases jeunes beaucoup plus radicales, beaucoup plus revendicatives, pour justement épurer son parti en interne et avoir
qu'une ligne, la sienne, avec une garde prétorienne prête à tout pour lui. Et d'ailleurs, un personnage comme Rima Hassan, là aussi, j'ai envie de dire que c'est une aubaine. Parce que pour en revenir à mon sous-titre révolutionnaire, Jean-Luc Mélenchon a bien aussi compris que le combat politique, il se menait de manière culturelle. C'est la fameuse bataille culturelle. Il se menait vraiment de toutes les manières. Et avoir une personne, j'ai envie de dire, quoi qu'on pense de Rima Hassan, qui a une certaine aura quand même à chaque fois quand elle retourne des flottilles, elle retourne sur la place de la République, ça fait venir des centaines de milliers de personnes, enfin en tout cas des centaines, voire des milliers de personnes, et c'est vraiment intéressant de voir ce phénomène qui est toujours dans la revendication, comme ça, s'appuyer, porter une voix, et on sait notamment la tentative de séduction auprès de l'électorat banlieusard, ou en tout cas de la France périphérique, mais de la périphérie des grandes villes, à quel point c'est important pour Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, il s'appuie sur cette jeunesse, et ça fait partie en tout cas de son plan révolutionnaire. Donc qui pour lui succéder au sein de la France Insoumise ? Là, c'est la grande question. Est-ce que le parti survivra à la fin de Jean-Luc Mélenchon ? En fait, là aussi, je renvoie nos auditeurs à cette vidéo qui est assez bouleversante. Pour le coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est à l'horizon funèbre de son successeur, de celui qui devait lui succéder, qui est très peu connu, qui s'appelle François Delapierre. Alors bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon, ancien franc-maçon, n'est absolument pas religieux au sens où on peut l'entendre si on est catholique ou d'une autre religion. Mais par contre, c'est vrai qu'il fait une oraison funèbre assez touchante, assez bouleversante. Il faut vraiment que les gens aillent écouter cette oraison funèbre à François Delapierre, qui l'a quitté de manière impromptue. Et c'est vrai que c'est assez touchant et on voit vraiment le logiciel, encore une fois, mélenchonien. Il revient sur le seul drapeau pour lequel il ne s'est jamais battu, qui est le drapeau rouge. Mélenchon, avant tout, et c'est pour ça que la campagne de 2017, à mon avis, était une imposture, c'est un rouge. C'est un trotskiste, c'est un républicain, c'est un franc-maçon et c'est un gauchiste. Là aussi, c'est des portraits sur lesquels je reviens dans mon livre. Mais vraiment, Mélenchon n'a combattu dans sa vie que pour un drapeau qui est le drapeau rouge. Mais par contre, c'est vrai qu'il revient sur les combats antiracistes de celui qui devait lui succéder. Si on devait aujourd'hui faire un pronostic, peut-être que ce serait Emmanuel Bompard ou même Clémence Guettet qui est en charge, il me semble, du programme de la France Insoumise. Mais ensuite, on a toutes ces personnes aussi qui ont les couteaux aiguisés, les Rima Hassan, etc. etc. Mais par contre, je pense que là aussi, Jean-Luc Mélenchon sait quand même s'entourer aussi de son dernier carré. Et ce sera plutôt Emmanuel Bompard, même si, bien évidemment, il a un déficit d'incarnation qui est assez reconnaissable. Et face au RN qui devient de plus en plus mainstream, est-ce que Mélenchon n'est pas le dernier anti-système dans l'échiquier politique ? Alors ça, c'est une vraie question. On a commencé notre entretien en citant Frédéric Lordon. Et Frédéric Lordon faisait une analyse intéressante que je peux suivre sur certains points. Je pense qu'on revient dans une période populiste en ce moment. Un peu comme en 2017. Il y a vraiment cette volonté de dégagisme complet. Et d'ailleurs, l'affaire Nicolas Sarkozy nous en montrait une assez belle illustration. On a vu toute une partie des médias de droite crier derrière la perte du saint Nicolas Sarkozy. Or, on regardait dans les sondages, les Français s'en fichaient. Même une grande partie des Français voulaient qu'il aille en prison. Donc il y a vraiment de plus en plus, je trouve, une déconnexion. Les Français sont de plus en plus dépolitisés. C'était Jérôme Fourquet qui en parlait récemment dans un entretien dans Le Point. Il montrait qu'il y a encore une quinzaine d'années, quand on faisait un sondage auprès des personnalités politiques, il y en avait toujours au moins une certaine partie qui arrivait à plus de 50% de satisfaction. Aujourd'hui, on voit qu'elles sont toujours tout le temps en dessous. Alors parfois, il y a Bardella qui va monter au-dessus des 50, parfois Marine Le Pen, mais c'est très très rare. On voit qu'il y a vraiment un discrédit jeté sur la classe politique, jeté sur la classe journalistique, sur l'ensemble du système. La dernière parenthèse politique, entre guillemets, elle nous excite nous qui sommes dans la sphère médiatique, mais les gens de loin regardent ça avec dépit, avec mépris, avec un sens même comique, j'ai envie de dire, ce jeu des chaises musicales assez ridicule. Et là encore, Fourquet, il disait quelque chose d'intéressant, il disait qu'aujourd'hui la scène politique c'était comme une scène de théâtre avec un public vide. Et c'est vrai que c'est intéressant ça comme point de vue. Et donc je pense que Mélenchon retrouve en tout cas certains accents de dégagisme et vraiment une volonté de dépolitisation où les gens ne se positionnent
plus forcément comme de gauche ou de droite. Après tout, on peut les comprendre. Que mettre derrière la gauche et la droite? Quel rapport entre quelqu'un de droite illibéral comme moi, nationaliste, et quelqu'un qui peut se revendiquer de droite, mais qui est libéral et européiste, par exemple? Il y a quand même un fossé assez conséquent. Et donc oui, il essaye de rejouer là-dessus, et peut-être que vous avez dû analyser que le grand spectacle Rima Hassan aujourd'hui commence un peu à redescendre. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a son butin de guerre, comme Marine Le Pen a son butin de guerre avec les classes moyennes et les classes populaires blanches. Ça y est, c'est acté, cet électorat ne bougera plus jamais de chez Marine Le Pen ou en tout cas du RN. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a capitalisé, on va dire, l'électorat de banlieue ou plutôt musulman. Même si bien évidemment il faut avoir et apporter de la nuance, mais bon, il a quand même capitalisé là-dessus. Il s'est vraiment, en tout cas ces derniers mois, imposé comme la figure qui défend les musulmans en France, qui défend la voix de la Palestine, etc., contre l'impérialisme israélien, ou en tout cas selon ces termes, etc., etc. Donc quelque part cet électorat est sécurisé. Il n'a plus besoin de le flatter. Il n'a plus besoin de le flatter. Mais par contre, il doit quand même continuer à s'ouvrir. Alors il a son électorat, on va dire bobo, plutôt diplômé, mais c'est un sous-prolétariat intellectuel, on va dire, des villes. Donc là, il est toujours obligé d'en donner, si vous voulez, dans le côté progressiste, sur l'antiracisme, l'islamophobie, les luttes LGBT, etc., etc. Mais par contre, on voit qu'il y a une certaine volonté chez lui en ce moment de s'ouvrir un petit peu à la masse abstentionniste, à la masse un peu confus. Et c'est vrai que, par exemple, il a pu faire des déclarations intéressantes sur le programme du SCAF, où il est revenu avec des accents un petit peu souverainistes. C'est encore un grand mot pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne l'a jamais été. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a dénoncé, par exemple, la mainmise et l'ingérence de l'Allemagne via Airbus. Donc c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé. D'ailleurs, l'un de ses meilleurs livres, c'est son pamphlet, le Harand Bismarck, où c'est un pamphlet anti-allemand, mais dans le bon sens du terme, où il attaque le modèle économique allemand en disant que vraiment l'euro et l'Union européenne sont, entre guillemets, un bébé de l'Allemagne et que c'est l'Allemagne qui pilote, etc. Et je trouve là, par contre, que c'est un certain courage chez lui, parce qu'il l'a fait à une époque, il y a une dizaine d'années, où toute la classe médiatique française vantait le modèle allemand comme le modèle à imiter, et donc lui s'opposait, et avec des bons arguments en plus. Je ferme la parenthèse. Mais on l'a vu aussi dernièrement prendre des positions aussi très dures contre l'Union européenne. Oui, avec le Mercosur par exemple. Avec le Mercosur, comme s'il avait une volonté à nouveau de séduire une partie de l'électorat populiste qui est souvent transpartisan, mais par contre sur la question de l'Union européenne et de l'énergie, avec la facture d'électricité, de la souveraineté alimentaire, énergétique, etc., etc., là on peut essayer de les accrocher. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il va conserver, et d'ailleurs on l'a vu dernièrement, il a délégué un petit peu le combat raciste avec une nouvelle fille qui a fait un discours, je ne sais plus comment elle s'appelle, Iman quelque chose, je ne me souviens plus de son nom, mais qui elle va continuer le discours, ou en tout cas la séduction des quartiers, parce qu'il faut quand même sécuriser cet électorat, et peut-être qu'on va avoir le retour d'un Mélenchon plus populiste, en tout cas moins partisan sur les questions de l'islam, etc. Et là, peut-être qu'il va essayer de rejouer la campagne de 2017, mais je pense que c'est perdu d'avance, parce que le seul populisme qui peut gagner en France, c'est un populisme à la fois social, dégagisme des élites, donc là-dessus il a raison, mais par contre qui est dorénavant identitaire. Ça c'est peut-être le changement avec 2017, c'est qu'aujourd'hui on est obligé de revenir sur un modèle, on va dire, identitaire et social. C'est les deux jambes aujourd'hui du populisme en France. Et bien évidemment, le RN l'incarne beaucoup plus que la France insoumise pour l'instant. Selon vous, qu'est-ce que ça dit le fait que des médias de gauche, centre-gauche, libéraux, type franc-tireur, attaquent autant Mélenchon à l'heure actuelle et la France insoumise? C'est une diabolisation comme ils avaient fait avec le RN à un moment? Exactement, mais pour lui, il s'en réjouit. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un des portraits de mon livre. Il est tiers-mondiste et il a une vraie appétence, une vraie curiosité, un vrai amour, je pense, pour le continent sud-américain. Et le continent sud-américain, pour lui, c'était vraiment le laboratoire expérimental des choses qui allaient possiblement se passer ensuite en Europe. Et justement, il y avait ce logiciel populiste, souvent aussi empreint de religiosité. On sait l'importance de la religion catholique, de la religion chrétienne dans les mouvements, notamment sociaux aussi en Amérique du Sud. Et comment dire, les Sud-Américains sont aussi connus pour avoir
une volonté de rupture. Il parle dru, souvent violent. On pense à Hugo Chavez qui utilisait des mots, des gros mots. Alors, évidemment, on n'a pas à copier ce logiciel pour le réintroduire en Europe. Nous, on est des Français, on a une culture, ou en tout cas des codes qui nous différencient du parler dru parfois qu'on peut trouver sur d'autres continents. Je pense aussi aux États-Unis avec Trump, par exemple. Mais par contre, vraiment cette logique de rupture, d'être toujours en avant, ça permet aujourd'hui à Mélenchon d'incarner la seule gauche de rupture auprès de l'électorat de gauche. Et là aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnes de gauche, les partis politiques de gauche, à l'opposé des partis de droite en France, sont obnubilés par le fait d'être, validés par les franges radicales de la gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si vous prenez Bégodeau, qui est vraiment un personnage emblématique de ça, c'est un intellectuel de gauche, mais qui est obsédé par le fait de ne pas être cornerisé par l'extrême gauche. Alors que vous voyez bien qu'en France, les partis de droite ont plutôt tendance à vouloir se différencier des groupes militants, ou en tout cas des franges, un peu plus radicales. Et c'est vrai qu'à gauche, il y a toujours ce logiciel. Et Mélenchon, ça fait partie de sa stratégie. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement social, qu'à chaque fois qu'il y a une contestation sociale, des manifestations, après par exemple Naël, il faut qu'il soit à l'avant-poste, tout de suite qu'il se montre en solidarité avec ces mouvements pour tout de suite justement refouler les autres partis sociodémocrates que vous avez mentionnés dans, le bloc central ou alors les sociotraîtres comme ils expliquent notamment. Donc, j'ai envie de septembre par exemple. Oui, exactement, voilà. Ça. Et là aussi, il avait une stratégie assez intéressante parce que Mélenchon sait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un modèle des années 60-70 où les syndicats, où les partis doivent prendre l'avant des mouvements sociaux. Souvent, ils vont naître de manière un peu nébuleuse, de manière un peu gazeuse, vraiment, on ne sait pas trop d'où ça part, etc. Et c'est vrai qu'il faut plutôt les accompagner. Mais par exemple, si vous prenez le mouvement des Gilets jaunes, même s'il a pu avoir au début une certaine réticence, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, au début, c'était aussi une dénonciation du pacte de Marrakech. Donc il y avait une dimension identitaire. Tout de suite, Mélenchon, via ses équipes, à noyauter le mouvement, à essayer de réorganiser, à exfiltrer les éléments. Je me souviens par exemple, c'était Florian Philippot qui essayait de mettre des revendications sur le Frexit au début, et tout de suite vous avez eu les nervis d'extrême gauche qui les ont mis dehors à coups de pied aux fesses. Pardonnez-moi l'expression. Donc vraiment, il y a cette volonté de ne pas se montrer avec, mais par contre, on est toujours camarades ou on est toujours alliés. Et sur le mouvement du 10 septembre, comme vous l'avez mentionné, il a été encore très habile stratège. Parce qu'il y a deux gagnants au mouvement du 10 septembre, c'est Emmanuel Macron, parce que le mouvement s'est complètement effondré sur lui-même. Moi, j'avais des potes et des amis qui étaient dans les boucles en province, et en fait, ils m'ont dit, au début, les boucles Telegram de province, bien évidemment, il y avait les revendications sociales, les revendications dégagistes anti-élites, et puis parfois on essayait à peine de mettre une mention, par exemple, sur l'immigration, mais c'était même pas parler de la remigration, c'était vraiment des choses toutes simples, le retour aux frontières. Et là, directement, les nervis d'extrême gauche faisaient tout pour que ces petites voix, ou en tout cas ces revendications, soient exfiltrées. Et très vite, je me souviens, c'était « on n'est pas d'accord, on est tous d'accord pour être contre le racisme ». Voilà, exactement, où on amenait le combat palestinien. Oui. Donc des choses qui avaient potentiellement rien à voir, j'ai envie de dire. Alors eux, justement, essayaient de tout lier. Donc Mélenchon, encore très habilement, a manœuvré de loin. Et donc le deuxième gagnant, c'était Macron d'une part, et c'était donc Mélenchon. Parce que ce mouvement anti-contestataire revenait quelque part dans son escarcelle, parce que lui, en tout cas, ne s'y était pas opposé, il l'avait accompagné, et avait dit qu'il serait un allié potentiel, et quelque part, vous m'appellerez si un jour vous avez besoin de moi. Bien évidemment, avec ses sous-équipes derrière qui travaillaient pour, je pense à la chaîne Pas du Ring, Pas du Steam, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, mais qui est vraiment une chaîne aussi sur Internet qui essaie d'influencer le mouvement, et donc on a vu cette stratégie. Donc oui, c'est peut-être un danger qu'il faut faire. Le RN a eu, à mon avis, raison de se normaliser, de devenir, respectable. C'est vrai que ça lui a permis d'élargir sa base électorale et aujourd'hui, il touche tout le monde. Il touche les retraités et les CSP+. C'était avant des électorats, ou en tout cas des niches électorales qui étaient inatteignables pour lui. C'est vrai que maintenant, il les touche, en tout cas en périphérie. Mais par contre, à force de normalisation, tout ce qui est anti-système, retombe dans l'escarcelle de Mélenchon. Et à mon avis, il faut se méfier à n'en pas faire le premier candidat anti-système de l'élection présidentielle.
parce que justement, peut-être que ça pourrait amener une partie des abstentionnistes, une partie des gens qui hésitent encore, à peut-être se tourner vers Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, il faut se méfier. Et à mon avis, c'est pour ça que le RN devrait, aujourd'hui, qui s'est vraiment stabilisé, peut-être revenir dans une logique de rupture, comme l'a fait d'ailleurs Trump au moment de son deuxième mandat, en désignant concrètement à la fois, pour bien le différencier de Jean-Luc Mélenchon, les élites d'en haut, sécessionnistes, européistes, libérales, pour l'abattement des frontières, et en bas, les assistés, ou en tout cas ceux qui profitent du système largement, et se centrer sur les actifs, vraiment ceux qui affrontent le principe de la réalité dans la vie de tous les jours, et revenir sur une ligne de rupture en pointant du doigt le système, les juges et les médias centraux. Mais là, après, c'est pas moi qui décide de la stratégie du RN pour 2027. Bien, merci beaucoup, Rodolphe Carte. Merci à vous. Je rappelle votre livre « Mélenchon, le bruit et la fureur » aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.